Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à le dire dans le chat en bas à droite de votre écran. En attendant que tous les participants arrivent et se connectent, je vais vous présenter donc la prochaine date du Festival Online de la Data. Donc, ce sera un webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, donc jeudi 25, de 15 heures à 15 h 30. Et ce sera Charlie, donc CTO de Synaltic, qui vous présentera la data gouvernance par la pratique. Il devrait y avoir de prochaines dates sur le mois d'avril, donc nous vous tiendrons informés directement sur notre site internet ou par emailing. Je vais à présent vous présenter notre entreprise. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots. Donc, Synaltic est un acteur innovant, un dénicheur de solutions et une équipe de collaborateurs engagés. Pourquoi je vous dis des collaborateurs engagés? Eh bien, c'est parce que nous sommes 30 collaborateurs formés et certifiés qui contribuent au quotidien aux communautés d'utilisateurs. Nous sommes des spécialistes en data management, des passionnés d'open source et d'innovation depuis plus de 15 ans et nous avons réalisé plus de 250 projets. Nous avons à notre actif plus de 160 clients, dont certains s'appuient sur nous avec succès depuis plus de 8 ans et je nommerai justement la Croix-Rouge française sur ces projets-là. Je vais à présent laisser la parole à Alexandre et Gala, donc, qui vont vous présenter ce webinaire. Je vous invite vraiment tous à couper vos micros et à poser vos questions sur le chat en bas de votre écran et ils y répondront à la fin. Merci à tous et bon webinaire. Alors, bonjour à tous. Euh, donc aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous allons vous parler de l'opérateur Elastic Cloud sur Kubernetes. Avant toute chose, je me présente. Donc, je suis Alexandre Nasri. Je suis Solution Architect chez Synaltic dans le pôle DevOps. Et je serai accompagné par Gala, responsable du pôle Analytics, qui va vous présenter par la suite toute la partie dashboarding autour de Kibana. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que cette première partie de la présentation est un peu plus technique. Elle partira du principe que vous avez des connaissances de base sur Kubernetes. Donc, si jamais les notions de pod, de deployment ou d'API server vous dépassent, pas de panique. Tenez le coup pendant 10 petites minutes, car la deuxième partie présentée par Gala sera beaucoup plus accessible et visuelle. Alors, on vous a promis des tableaux de bord en moins de 20 minutes. Alors, on peut commencer. Mais avant toute chose, petit rappel historique au sujet de ce qu'est un opérateur. Donc, le framework opérateur a été conçu par CoreOS en 2016. Il est devenu très rapidement un standard au niveau de la solution pour manager des applications complexes. Et donc, il est compatible avec l'ensemble des offres Kubernetes. D'un point de vue technique, le framework repose sur différentes notions, mais notamment celle du control loop. Le control loop, pour résumer, il est en charge de trois choses. Dans un premier temps, il se charge d'observer l'état de votre cluster Kubernetes. Ensuite, lorsque vous allez demander des nouvelles ressources à déployer dans votre cluster, le control loop compare l'état du cluster avec l'état que vous lui demandez. Donc, on pourrait parler de phase d'analyse. Et enfin, il souhaitera résoudre cette différence en mettant en place les ressources que vous lui avez demandées. Donc là, ce serait la phase d'acte. Si on reprend ce concept dans l'architecture Kubernetes, c'est le contrôleur manager qui jouera le rôle de ce control loop. On peut prendre l'exemple d'un déploiement classique. Pour ça, on va commencer à rédiger des manifestes en YAML, en commençant par exemple par un deployment. Donc, dans le deployment, on a tendance à préciser l'image que l'on va utiliser pour nos conteneurs, le nombre de réplicas de notre application, etc., etc., etc. Là, pour le coup, il s'agit d'une ressource de type deployment que l'on va déployer. Et dans ce cas-là, le contrôleur, lui, va observer l'état de notre cluster, regarder la différence. Donc, il va voir qu'un deployment est manquant dans notre cluster et va mettre tout en œuvre pour le déployer. Donc, maintenant, si on imagine de vouloir déployer une application un peu plus complexe, comme Elasticsearch, qui nécessite en plus du deployment d'autres ressources, par exemple pour de la configuration de notre cluster, des ressources de type config-map, ou alors si on veut garantir de la persistance de données, des ressources de type PVC, nous allons créer à chaque fois des nouveaux fichiers YAML pour ça. Donc, imaginons maintenant si on veut déployer beaucoup plus de clusters, ça démultiplie le nombre de fichiers et démultiplie le nombre de clusters à maintenir. Ça devient complexe et c'est ainsi en fait que l'intérêt principal de l'opérateur prend tout son sens. Donc rapidement, la stack élastique, excusez-moi, j'ai entendu la notif. La stack élastique, elle, nécessitera en plus du déploiement d'autres ressources.
permet de contrôler spécifiquement les ressources que l'on veut déployer et permettre la maintenance d'une stack élastique. Il est composé de deux parties, donc le contrôleur d'un côté et les CRD de l'autre. Donc on parlait précédemment du contrôleur manager pour les ressources natives de Kubernetes, qui s'occupe de gérer des ressources natives comme les deployments ou les pods. Et ici, il s'agit de ressources que vous avez définies et donc vous pouvez déclarer ces ressources auprès de Kubernetes. Donc le contrôleur voilà, donc jouera, quant à lui, le rôle de control loop pour vos CRD. Donc si on reprend notre exemple précédent où nous déployons la stack élastique, qui nécessitait plusieurs fichiers YAML, via l'opérateur, tout tiendra dans un seul fichier, contenant l'ensemble des configurations. Donc là, on peut voir dans cet exemple qu'au lieu de déclarer l'image que je veux utiliser, etc., là, je précise juste la version de mon cluster que je veux déployer et des notions de config supplémentaires si nécessaire. Donc, petite phase de démo, de mise en pratique, on va dire. Alors là, dans le cadre de l'événement, nous avons préféré prendre de l'avance et d'enregistrer les manipulations pour éviter tout problème lié au réseau. Alors, normalement, là, ça devrait être bon. Ouais, super. Donc, avant toute chose, dans notre cluster élastique, on va installer ce qu'on appelle l'opérateur. Comme vous pouvez le voir, dans le cadre de ce script, plusieurs éléments ont été installés. Donc, les CRD, les Custom Resource Definition, et l'opérateur. On peut vérifier dans le namespace où ça a été déployé l'ensemble des ressources qui ont été mises en place. Et on peut voir que notre opérateur a bien été déployé. Donc, si on regarde du côté des logs, on voit que notre opérateur est fonctionnel et est prêt à accueillir des déploiements de nouvelles ressources. Donc, nous allons déployer, pour commencer, un nœud Kubernetes, suivi d'un nœud Kibana. Nous pouvons voir maintenant l'état d'avancement de notre déploiement via la commande kubectl get elasticsearch et le nom de notre cluster. Donc, nous pouvons voir ici que l'état de santé est en unknown, c'est normal, je viens de lancer le déploiement de mon cluster élastique, que la version que je souhaite est en 7.11.2 et que pour l'instant, il n'y a aucun nœud déployé, normal, c'est en cours de déploiement. Rapidement, je vais vous montrer les templates que j'ai utilisés dans le cadre du déploiement de mon cluster élastique. Et comme vous pouvez voir, comme je vous l'expliquais précédemment, dans un déploiement classique, ce qui aurait nécessité plusieurs fichiers, un deployment, un config map ou un PVC, ici, tout tient en un seul et même fichier. Donc, je déclare ma ressource de type Elasticsearch dans un namespace default, avec la version que je souhaite, 7.11.2, avec le nombre de réplicas, un seul nœud pour le coup, et une config si nécessaire. Derrière, ce qui va se passer, c'est que l'opérateur va s'occuper de déployer mon cluster avec toutes les bonnes pratiques d'Elasticsearch. On peut voir la même chose du côté de Kibana. Pareil, tout tient en un seul fichier, avec une petite subtilité où là, je souhaite que mon Kibana soit exposé sur le net. Et donc, je spécifie que le service est de type load balancer. On récupérera l'adresse IP de ce load balancer juste après. Autre notion à prendre en compte, le Elasticsearch ref, là où je dois mettre en référence le cluster élastique que j'ai déployé précédemment pour permettre à Kibana de pouvoir communiquer en toute sécurité. Au bout de quelques minutes, comme vous voyez, mon cluster est prêt, son statut est passé en green, j'ai bien un nœud et qui est prêt à être utilisé. Je peux aller vérifier ce qui a été déployé par l'opérateur et on peut voir que différentes ressources ont été mises en place. Donc, les pods pour l'Elasticsearch, le pod pour le Kibana, des services pour pouvoir communiquer avec et d'autres ressources. Maintenant, si je souhaite communiquer avec mon cluster élastique, je dois récupérer des users et passwords par défaut qui ont été créés par l'opérateur. Le password est stocké dans un secret Kubernetes en base 64, donc j'aurai besoin de le décrypter pour le récupérer.
une fois le mot de passe récupéré, je peux enfin aller requêter mon cluster via un curl totalement classique avec l'utilisateur Elastic par défaut. Et normalement, si tout se passe bien, mon cluster va me répondre. Voilà. Donc là, on peut vérifier. Mon cluster est prêt. Il est bien en version 7.11.2 comme je l'ai demandé. Et maintenant, nous pouvons aller interroger Kibana pour commencer à faire nos premiers dashboards via l'adresse API IP suivante. Et donc, je vais reprendre la suite de cette conversation. On a vu maintenant donc, le déploiement. Et moi, mon objectif, c'est de vous montrer à quel point il est simple, à partir d'un Kibana, de créer son premier dashboard. Et ici, sans problématique compliquée d'indexation, puisqu'on va utiliser un outil particulier de Kibana qui nous permet d'indexer directement à partir d'un fichier CSV ou Excel ou JSON d'ailleurs. Donc, depuis cette interface, on va commencer par cliquer sur l'onglet Machine Learning, qui est l'outil qui va nous permettre de faire cette insertion de données. Donc, je clique sur Upload File et là, je vais faire un drag and drop de mon fichier. Donc, on voit juste ma souris aller chercher quelque chose dans le brouillard et le déposer. Le fichier que j'ai choisi ici, c'est un fichier que j'ai trouvé sur data.gouv, donc c'est de l'open data, et qui décrit les travaux à Paris. Ça m'a intéressé parce qu'il y a des notions de cartographie, des notions historiques, etc. Donc, on pouvait voir pas mal de choses. Alors ici, Kibana fait une première, avec Elasticsearch, elle fait une première, attends, mets en pause peut-être 30 secondes, Alexandre, ouais. Elle fait une première évaluation du typage de mes champs. Et donc, il y a certaines évaluations qui ont très bien été faites. C'est par exemple travaux publics, on voit bien ici que c'est un booléen, c'est true ou false, et ça a été bien déterminé comme tel. On voit une sorte de petite lune, donc ça définit ce true ou false. Mais par contre, et tu peux remettre la vidéo, GeoPoint a été déterminé comme étant un champ textuel. Or, le typage qu'il nous faudrait pour pouvoir faire de la carto, c'est un champ de type GeoPoint. Par contre, les dates, on voit, ont été correctement interprétées, donc ça, c'est vraiment pas mal. Cette évaluation a été faite sur les premiers 1000 documents. Donc là, je passe à la suite. Je rentre un nom pour mon index, donc par exemple Chantier Paris. Et il faut absolument cliquer sur Advanced pour avoir la possibilité de modifier son mapping. Ici, il y a un certain nombre de mappings, donc c'est cohérent avec ce qu'on a vu. Date, par exemple, fonctionne bien. Mais par contre, GeoPoint DT, j'ai envie de changer de keyword à GeoPoint. Il y a une autre petite subtilité que j'ai envie de corriger. Ici, les catégories de chantier, c'est un champ textuel, donc je ne pourrais pas facetter mes recherches à partir de ce champ. Je change en keyword. Et c'est parti pour l'import. Alors, vous allez voir, l'import se passe assez rapidement. J'ai un peu plus de 5000 lignes, mais il y a quand même un temps de traitement. Donc, on va bientôt voir la résolution. Voilà. Et ici, on se rend compte que 5004 documents ont été correctement ingérés, mais 9 ne sont pas passés. Donc, en cliquant sur cet onglet, on se rend compte que c'est parce qu'on s'attendait à recevoir un champ de type numérique et on a eu du texte. Donc, ça, c'est très intéressant parce que dans d'autres conditions, on aurait pu s'attendre à ce que ça gèle le processus d'indexation, mais non, il a fait... il est passé au-dessus et donc on a bien 5004 documents qui sont correctement passés. C'est plutôt un bon point pour cette indexation. Alors on va passer par la création de dashboard. C'est la bonne pratique qu'il faut suivre aujourd'hui et commencer à rajouter des vues depuis ce dashboard. On va commencer par une carte. Alors par défaut, la cartographie nous propose les roadmaps, enfin c'est un fond de carte assez classique. Et donc je clique sur Add Layer et je vais choisir une visualisation en cluster. Là, j'ai la possibilité de choisir plusieurs sources de données et je vais choisir mon index Chantier Paris. Par défaut, Kibana présélectionne les champs de type GeoPoint et là, on voit que rien ne s'affiche parce que la plage temporelle n'était pas par défaut bien définie. Donc, je vais aller chercher tous mes documents qui datent du 14 septembre 2020, qui est la date de lancement de mon document. Et là, en zoomant, j'ai un effet cluster. Donc, plus je zoome et plus la précision va se faire sur les lieux. Il faut parfois patienter un tout petit peu le temps que le fond de carte se rafraîchisse. Ici, on a une vue assez classique.
C'est-à-dire que pour chaque chantier, on a un point sur la carte et donc des points concentrés quand ils sont limitrophes. On a peut-être envie de ne pas voir un point sur la carte par chantier, mais par exemple de voir l'étendue en fonction de la taille de l'aire des chantiers. Ça nous donne une autre information, ça peut donner des informations sur l'impact par exemple sur le réseau ou sur le prix des chantiers. Donc là, je vais sélectionner une agrégation par somme et ça va me permettre de choisir un sous-champ en fait, donc par exemple surface. Et voilà, la vue a complètement changé. Là où pour l'instant c'était le nord et le centre de Paris qui étaient particulièrement impactés, on se rend compte que les plus gros chantiers ont lieu dans le 16e arrondissement et dans le bois de Boulogne. Donc cette vue est complètement différente. À partir de ce panneau, on va pouvoir aussi modifier un certain nombre d'éléments, la colorimétrie, mais aussi le choix des icônes. En l'occurrence, pour cette vue, moi je préfère les points. Mais voilà, il y a quand même pas mal de spécifications possibles. J'enregistre et je n'ai plus qu'à donner un nom à cette vue et l'ajouter à mon dashboard. Donc, c'est l'option par défaut quand on passe par les dashboards. J'enregistre et voilà, ma vue est bien présente. Le temps de se charger, elle va apparaître, voilà, parfait. Vous aurez remarqué que la date n'a pas changé, c'est bien le 14 septembre 2020. Et on va construire une deuxième vue avec l'outil Lens qui est maintenant recommandé par Elasticsearch. Là, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce n'est pas le bon index qui est présélectionné. Il va falloir que je choisisse Chantier Paris. Alors, de là, j'ai envie, moi, on a fait la carto, donc j'ai envie de voir un peu l'histoire, enfin les dates. Et donc, par défaut, en choisissant un champ date, on va me proposer un histogramme en bâton. Voilà, pour chaque bâton correspond à une date, donc date de début de chantier. Alors moi, je trouve pas ça très visuel, pas très pratique, donc je vais plutôt modifier les intervalles de temps pour ne pas faire un par jour, mais plutôt un par mois. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas très précis. Un entre-deux me va mieux, donc une barre par semaine. Et là, c'est bien le nombre de chantiers qui est comptabilisé pour chaque semaine. Je donne un nom. Très classique, hein, et j'enregistre ma vue. On a vu l'espace, on a vu le temps, on va voir un booléen pour faire un petit peu différents types de données. Donc là, on va regarder si les travaux sont financés par la mairie, par un organisme public ou par le privé. Et donc, en cliquant, vous avez vu, j'ai juste choisi un champ et mis dans la visualisation. J'ai choisi quelle visualisation. D'ici, je peux aussi choisir est-ce que je vois en pourcentage ou en total. Exactement de la même façon que j'avais pu modifier sur la carte, je peux choisir soit de visualiser le compte de chantier ou bien, pourquoi pas, la somme sur un autre champ, donc la somme des surfaces. Et là, on voit que, par exemple, les chantiers gérés par le public concernent régulièrement des surfaces beaucoup plus importantes. Petit bug, je ne sais pas pourquoi il s'est mis en paille alors qu'on était en donut. Donc voilà, c'est très facile de changer d'un style de visualisation à l'autre. De la même façon, je renseigne un titre et on va l'enregistrer et le voir sur notre dashboard. Voilà. Donc, carto, temps, booléen. On va faire aussi une information numérique pour montrer qu'on peut aussi afficher ce genre de contenu. Donc là, je prends simplement le nombre de records et ça va me donner un total. Il est assez facile de changer certains éléments, par exemple les titres, les textes affichés, etc. Donc je l'appelle tout simplement nombre de chantiers. Voilà, donc là, je commence à avoir 4 vues. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour ce dashboard d'exemple. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire. Et voilà, je commence à organiser un petit peu mon dashboard pour que visuellement, il soit plus parlant. J'aime beaucoup, personnellement, mettre le temps en dessous de la carte, mais c'est peut-être un réflexe d'ancienne historienne. Je ne sais pas. Je peux, vous voyez, décaler ces tuiles très, très facilement. Donc, c'est des configurations un peu basique, mais c'est largement suffisant pour faire quand même beaucoup de... pour faire des tableaux de bord parlants. Une fois que ce tableau de bord me convient, je l'enregistre. Et vous allez voir qu'on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec.
Donc l'intérêt d'un tableau de bord, c'est que chacune des vues en fait agit comme autant de facettes, comme un moteur de recherche facetté finalement, mais visuel. Donc là, par exemple, en cliquant sur trou sur une de mes vues, ici, l'ensemble des autres vues s'en trouve raffiné, donc le nombre de chantiers, la visualisation cartographique, mais aussi le temps. Je peux aussi faire des filtres sur ma carto, donc en dessinant des boundaries sur ma vue, et qui raffinent également l'ensemble. C'est vrai aussi du temps. Vous avez vu, les filtres s'agglomèrent en haut de la page, et donc je peux ensuite filtrer, défiltrer, rajouter des filtres. J'ai aussi un autre outil, c'est cette barre de recherche qui me permet de faire en direct une recherche à l'intérieur de mon jeu de données. Donc là, par exemple, je vais chercher tous les chantiers dont le maître d'ouvrage principal contient la chaîne de caractères Paris. Et cette recherche vient s'ajouter évidemment au filtre précédent. Voilà. Je peux décocher les recherches, revenir à la vue précédente et on va passer à un autre aspect que je trouve très intéressant, c'est la capacité à rechercher à partir de cette vue les données sous-jacentes. Donc Explore Underlying Data, je me retrouve avec l'ensemble des données qui ont permis de générer les vues que nous venons de voir dans le dashboard. Comme ce tableau n'est pas très parlant, on a la capacité aussi de raffiner en rajoutant simplement les colonnes ou les champs qui sont intéressants pour notre lecture et notre interprétation du tableau. Donc là, c'est ce que je fais en cliquant sur les petits plus. Voilà. À partir de là, je peux partager ce jeu de données, soit par permalien, soit en faisant un export. Alors, en quelques minutes, on a vu comment ingérer les données, comment changer leur typage, comment construire des vues, un dashboard, comment jouer avec le dashboard, comment remonter aux données et comment exporter ces données. Voilà, c'était très rapide, mais c'était la promesse et j'espère que ça vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin parce qu'évidemment, il y a énormément d'autres choses à voir avec ces outils. Merci. Merci Alexandre et Gala pour cette présentation. Effectivement, vous avez bien respecté le timing, donc c'est top. On va attendre de voir si nous avons des questions dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête et ce sur quoi Alexandre et Gala peuvent vous répondre rapidement. Vous l'avez vu, c'est une présentation vraiment biface avec des aspects plus techniques d'installation et d'autres usages. C'est rapide. Je pense que des questions, il y en a plein parce qu'on a vu énormément de choses en 20 minutes. Donc vraiment, n'hésitez pas. On peut rentrer dans le détail de plein d'autres choses si ça vous intéresse. On a une question sur le chat. Quel point d'attention pour Elastic en production sous Kubernetes? Alors, au niveau des points d'attention, l'opérateur permet notamment de gérer différents éléments, que ce soit la partie backup, que ce soit la partie sécurité communication en SSL. Nativement, en fait, lorsqu'on déploie notre cluster Elastic, la communication entre les nœuds est en SSL. Donc ça aussi, ça garantit quand même une sécurité des données. Ouais. Je m'attendais à déploiement Kubernetes. Ouais. OK. Je vais répondre en même temps aux deux questions. Pour la partie production et pour l'intérêt de déployer dans Kubernetes. L'intérêt aussi de déployer dans Kubernetes, c'est aussi l'intérêt d'avoir cette agilité lors du déploiement. Alors, je vois différentes questions passer, donc je lis en même temps que j'explique, donc c'est assez compliqué. Ouais, donc ne serait-ce que pour la partie... c'est pour la partie production. Ouais. La communication donc SSL, c'est ce que je disais, la partie backup. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est intéressant? C'est pour aussi les montées de version. Là aussi, l'opérateur permet facilement de pouvoir monter de version les nœuds. Il suffit de modifier le fichier YAML que je vous ai présenté en changeant de version et l'opérateur s'occupe du reste. De la même manière, si on upscale ou downscale les nœuds, l'opérateur s'occupe de redistribuer les shards. Par exemple, si on downscale les nœuds, il va récupérer les données issues du pod qu'on veut décommissionner et les redistribuer sur les autres pods. Si on veut upscaler, l'opérateur va s'occuper de reprendre les shards et les redistribuer sur les nouveaux pods que l'on souhaite déployer. Donc voilà l'intérêt, enfin les points d'attention qu'offre en tout cas l'opérateur dans le déploiement dans Kubernetes.
Et ça répond aussi un petit peu à l'intérêt de déployer dans Kubernetes. C'est le côté donc, agilité de déploiement. Donc très facilement, on peut upscaler ou downscaler le nombre de nœuds. On peut déployer très facilement un certain nombre de clusters sans problème, ce qui permet, en fonction des use cases, au lieu d'avoir un seul et gros nœud élastique, et on peut imaginer par exemple plusieurs use cases qui se déroulent sur ce nœud-là. Si on prend l'exemple d'un use case qui va prendre énormément de ressources sur votre cluster, ça va empêcher certains autres utilisateurs qui ont d'autres use cases de pouvoir l'utiliser de manière efficace. Là, l'intérêt de Kubernetes, c'est aussi pouvoir isoler les clusters par use case et donc ainsi attribuer des ressources spécifiques par projet. Est-ce que cette démonstration s'est faite sous licence? Est-ce que les features montrées font partie de la licence pro ou peut-on déjà jouer avec la version open source? Alors, toute la partie, en tout cas, installation, est faite sur une solution donc, open source. Il n'y a pas de notion de licence. Par défaut, lorsqu'on le déploie via l'opérateur, Elastic est déployé avec l'option d'Xpack, mais avec la licence de base, donc accessible à tous. Donc, toutes les notions que a pu vous présenter Gala sont disponibles en open source. Voilà. Je ne sais pas si Gala, tu as d'autres infos à fournir. Mais... Non, si ce n'est dire que c'est des features qui sont encore en développement, donc dont on ne garantit pas forcément le fonctionnement. Enfin, il y a un petit disclaimer hein, sur la partie machine learning, mais je ne pense pas que ça concerne la partie insertion des données, mais plus la partie vraiment machine learning. Voilà, donc ça, vous pouvez jouer avec n'importe quelle install, même si je recommande chaudement l'installation présentée par Alexandre, notamment pour viser après des environnements de production. Mais si vous faites vous-même l'install d'Elasticsearch chez Kibana avec les outils plus classiques, on va dire, trouvés sur leur site, vous aurez aussi la possibilité de jouer exactement de la façon dont je l'ai faite sur votre propre machine en local, pour faire des tests, par exemple. Moi, j'aurais une petite question pour vous, Gala et Alexandre. Est-ce que je peux utiliser Kibana pour analyser mes données qui sont dans une base? Bonne question. Alors, la réponse est oui, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le faire. La difficulté intermédiaire qu'il va y avoir, ça va être l'indexation de ces données et donc transformer. Donc, j'imagine que quand tu dis base, tu penses à base de données relationnelles. Oui. Ça va être de transformer en fait ton modèle de données relationnel vers un modèle plat, donc JSON, puisque c'est par défaut ce qu'attend Elasticsearch pour son indexation. Et donc, il va falloir que tu redéfinisses un petit peu le modèle et que tu trouves un moyen, soit par script, soit autrement, d'indexer ces données. Voilà, mais oui, c'est possible. Super, je te remercie. On a une autre question aussi. Ouais. Oui, la question de Paul Robert. Donc, y a-t-il des moyens d'export facilités pour Kibana? Alors, il y a plusieurs modalités d'export de data viz. La première étant le fait d'embed la data viz dans, par exemple, un site internet. C'est possible à condition évidemment que le serveur soit pas en localhost fermé sur une machine. Hein. Il faut que ça soit quelque chose d'accessible depuis l'extérieur. Je crois qu'il y a des versions avec licence pour le coup qui permettent de faire des exports dans d'autres formats et notamment des formats scalaires, mais je suis un petit peu moins sûre de ça. Par contre, évidemment, l'export des sources, oui, tout à fait, depuis CSV, et ça on l'a vu tout à l'heure. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça vous a donné envie de tester et de jouer un petit peu avec Kibana? Ah, il y a un oui. Il y a plusieurs oui. Il y en a deux. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai découvert cette solution Kibana lors d'un hackathon et que vraiment la réaction a été... on est tous tombés sous le charme de cette solution qui est à la fois légère, pratique et... Alors, en termes de visualisation, bien sûr, il y a d'autres outils qui permettent d'aller dans un niveau de détail, de configuration que je ne pense pas que Kibana puisse égaler. Mais en termes d'usage, les visualisations qu'on peut produire extrêmement facilement sont assez réjouissantes quand même.
Sur l'installation du serveur, tu veux dire hors cloud, si tu voulais l'utiliser, l'installer on-premise, c'est ça? Ah. Les deux? Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, pas de panique. Encore une fois, j'ai peut-être fait peur sur la partie technique avec la notion de Kubernetes et d'opérateur. La documentation d'Elastic est super bien faite pour vous accompagner, que ce soit sur vos propres machines, avec il existe des images aussi de Docker, donc qui évite aussi de devoir tout installer à même votre machine. Vous prenez des containers, vous les démarrez assez facilement. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu fais, Gala, de ton côté. Et puis derrière, oui, encore une fois, la documentation d'Elastic est super complète. Et j'en profite aussi, un article va bientôt paraître sur la partie justement ECK et l'opérateur, va paraître sur notre site. Donc Alexandra pourra en reparler par la suite pour expliquer tout ça. Et puis, évidemment, on reste aussi tout à fait joignable et disponible si on se pose des questions sur comment faire, comment être accompagné. Il y a pas de problème. N'hésitez pas à nous recontacter. On a une slide disponible, Alexandre, tu peux la passer. Comme ça, au moins, on a directement les coordonnées Ouais. sur la présentation pour celles et ceux qui veulent nous contacter pour nous poser davantage de questions et pourquoi pas poursuivre si vous souhaitez faire une installation à ce niveau-là. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Comme vous le savez, il y aura un replay. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre les adresses mail ou d'avoir la documentation, il y aura le replay sur la page de notre site internet et sur YouTube. Donc, vous aurez accès à la documentation en PDF et à la vision justement du replay en vidéo. On reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre jeudi prochain pour le webinaire sur la data gouvernance par la pratique animé par Charlie Clermont. Donc voilà, on se retrouve tous la semaine prochaine et on vous dit à bientôt. Et merci en tout cas pour votre participation. Et merci à Gala et Alexandre pour cette présentation. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.